La chute de Bachar el-Assad en Syrie cachait un secret que personne n'a vu. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Hier soir, je discutais avec ma mère à propos de la Syrie. Et au cours de la discussion, j'ai pris conscience qu'on se posait la même question. Et peut-être que toi aussi, tu t'es posé la même question. La question c'était, comment se fait-il que le régime de Bachar el-Assad soit tombé aussi facilement? Des hommes, debout, piétinent ce qu'il reste de la statue du père de Bachar el-Assad, l'ancien président syrien. Frappé ensuite à coups de bâton. Ce matin, Damas, capitale du pays, se réveille aux mains des rebelles qui sont apparus à la télévision publique. Avec l'aide de Dieu, la ville de Damas a été libérée, le régime du tyran Bachar el-Assad a été renversé et tous les prisonniers du régime ont été libérés. Nous demandons aux citoyens de préserver tous les biens de l'État syrien. Vive la Syrie libre. Ça pose question. Et j'ai mené ma petite enquête. Et dans cette enquête, il y a 3 protagonistes qui sont sur le banc des accusés. Ces 3 protagonistes forment ce que j'appelle le triangle d'or. Et dans ce triangle d'or, tu as Bachar el-Assad, Mouammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy. Et ces 3 acteurs vont nous fournir la réponse à laquelle aucun média n'a su répondre. Je te propose qu'on analyse le cas de Bachar el-Assad. Retour en novembre 2014. Bachar accorde une interview au grand reporter Régis Le Sommier. Celui-ci lui pose une question impertinente. N'avez-vous pas peur de terminer comme Saddam Hussein ou Mouammar Kadhafi? Et Bachar répond ceci. L'État est comme un navire. Dans la tempête, le capitaine ne prend pas la fuite. Il ne quitte pas le bord. Si les passagers doivent s'en aller, alors il sera le dernier à partir. Le capitaine ne pense pas à la mort, ni à la vie. Il pense à sauver son navire. S'il fait naufrage, tout le monde mourra. 10 ans plus tard, quasi au mois près, voici ce qui s'est passé. Alors que le jour n'est pas encore levé, les rebelles entrent dans Damas, forçant le pouvoir à mettre un genou à terre. À l'image de ce checkpoint déserté par l'armée syrienne. Le régime dépassé, Bachar el-Assad a été forcé de fuir. Le Premier ministre, lui, affirme être prêt à une collaboration. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. Il s'exhibe fièrement sur des chars abandonnés par l'armée. Dans la capitale, ces Syriens célèbrent le départ de Bachar el-Assad, renversé par des rebelles islamistes. Ces familles, elles, immortalisent ce moment historique, drapeau de l'opposition syrienne dans le dos. À Damas, un sentiment de liberté s'est emparé de la rue. C'est un rêve. Comme tu l'as vu, le capitaine du navire a quitté son embarcation, laissant les passagers couler dans les flots. Mais tu vois, avec les politiques, on n'en est pas à une contradiction près. Mais ce qui m'a marqué, c'est que le capitaine n'a pas entendu, n'a pas pris au sérieux les alertes prophétiques du capitaine Mouammar Kadhafi. Capitaine Mouammar Kadhafi. Je ne peux pas te parler de cet homme sans te parler de l'épisode de Paris. On est en décembre 2007. Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président de la République, reçoit le leader libyen. Et cette visite a des allures de burlesque. Je m'explique. L'homme, Mouammar Kadhafi, est venu avec sa propre tente qu'il a plantée au beau milieu de l'Élysée. Et lors de ces différentes visites,
il avait un style qui lui était très personnalisé. Et comme disait Blaise Pascal, le style, c'est l'homme. Il y a moins de problèmes à recevoir le président Kadhafi, dont les services collaborent avec les services occidentaux dans la lutte contre le terrorisme, dont les infirmières ont été libérées dans un avion de la République française. Pour le reste, il a sa personnalité, son tempérament. C'est pas moi qui vais les juger. Mais derrière cette façade de burlesque, il y avait une intelligence machiavélique qui s'y cachait. Pourquoi? Muammar Kadhafi avait vu le sort qui avait été réservé à Saddam Hussein, l'ancien leader irakien. Et il avait compris que son pouvoir n'était pas si solide que ça. Raison pour laquelle il avait besoin de redorer son blason international. Parce que l'homme avait une très mauvaise réputation. Il avait participé à des actes terroristes, il avait financé différents groupes rebelles. Bref, en se créant une nouvelle légitimité internationale, il renforçait son pouvoir au niveau national et pouvait miser sur un exercice de pouvoir sur le long terme. C'était ça l'idée de Muammar. Il était peut-être fou, mais il était très intelligent. Et tu vois, Muammar Kadhafi, ce que je t'explique là, il l'avait illustré à travers un discours en 2008 à Damas où Bachar el-Assad et d'autres dirigeants arabes s'étaient moqués de lui. Comment un prisonnier de guerre a-t-il pu être pendu? Le leader d'un pays arabe, membre de la Ligue arabe, pas moins. Je ne parle pas des politiques de Saddam Hussein ou des désaccords que nous avions avec lui. Nous en avions tous et nous avons des désaccords entre nous. Nous ne partageons rien dans cette salle. Pourquoi il n'y a pas d'enquête sur l'assassinat de Saddam Hussein? Le dirigeant d'un pays arabe a été exécuté par pendaison. Et nous sommes assis là les uns à côté des autres. Pourquoi? Cela peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Oui? L'Amérique a combattu aux côtés de Saddam Hussein contre Khomeini. Il était leur ami. Dick Cheney était un ami de Saddam Hussein. Rumsfeld, le secrétaire d'État à la Défense, au moment où l'Irak était détruite, était un ami proche de Saddam Hussein. Et finalement, ils l'ont vendu et l'ont pendu. Vous êtes des amis de l'Amérique. Disons plutôt, nous sommes. Mais un de ces jours, les États-Unis pourraient bien nous pendre. Et c'est sur ce discours qu'il est temps qu'on entame le cas de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'entends parler de Nicolas Sarkozy, je vois deux hommes. Tout d'abord, l'homme charismatique, l'homme qui a de l'audace, l'homme d'action, l'homme qui est extrêmement intelligent. Dites ce que vous voulez pour votre pays, dites-le haut, dites-le fort, dites-le maintenant, n'ayez pas peur. Mais il y a aussi l'autre homme qui se cache derrière Sarkozy. C'est l'homme de la Libye. Celui qui a pris la décision dévastatrice d'entraîner la chute de Muammar Kadhafi, qui a eu pour conséquence d'éclater le pays et de déséquilibrer la zone sahélienne. Une décennie de chaos. Entre 2011 et 2021, la Libye s'est enfoncée dans une crise multidimensionnelle sans précédent. Sur le plan politique, tout d'abord, après la chute de Muammar Kadhafi au pouvoir depuis plus de 40 ans, de nombreuses milices font la loi. Des élections sont alors rapidement organisées, dès 2012 puis en 2014, mais elles échouent à mettre en place un gouvernement stable, le pays étant divisé en deux. Après des années de conflits entre l'Est et l'Ouest, un nouveau gouvernement intérimaire est désigné début 2021 sous l'égide de l'ONU. Il doit désormais mener la Libye à la première élection présidentielle de son histoire, le 24 décembre prochain. Plusieurs candidats potentiels, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachaga, le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, l'homme fort de l'Est du pays,
et Saïf al-Islam Kadhafi, dont le portrait trône fièrement aux côtés de celui du guide suprême, son père, à l'entrée de la ville de Bani Walid. Dans ce fief du kadhafisme, les habitants ne cachent pas leur nostalgie. La révolte de 2011 n'a apporté que guerre, désolation, division et atteinte à la souveraineté de notre pays. Nous sommes restés fidèles à notre guide Mouammar Kadhafi et nous serons fidèles à Saïf al-Islam. La crise est également sécuritaire. Selon l'ONU, plus de 20 000 mercenaires étrangers combattent actuellement en Libye. Des Russes, du groupe Wagner, des Syriens mais aussi des Turcs. Une présence qui handicape au quotidien le développement de la souveraineté nationale libyenne. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas quel est le véritable mobile de cette guerre en Libye. Franchement, je sais pas. Je crois que la Libye est un enjeu parce qu'elle est riche. Ça, c'est clair. Et donc, il faut mettre la main sur les richesses. Mais je crois pas que... j'ai pas l'impression que ni les Turcs, ni les autres, ni la communauté internationale est prête à s'impliquer réellement dans un processus politique aujourd'hui qui ne peut démarrer qu'à partir de la Libye elle-même. C'est-à-dire tant qu'on a cette... et ça peut durer des années, hein, les États faillis. Alors là, encore une fois, il y a l'argent du pétrole qui permet d'alimenter en quelque sorte ce système de milices, de républiques séparées, de divisions. Mais je vois pas un effort venir qui serait même poussé par une catastrophe de ce type. Je le sens pas. C'est pour ça d'ailleurs. Mais revenons sur la première face de l'homme. Il n'y a pas longtemps, il a donné un discours qui, moi, m'avait laissé sans voix. D'être extraordinaire. Vous savez, la question, c'est vraiment important, mais pas simplement pour un coup, pour tout. Tout ce qu'on croit fragile dure. Quand vous avez chez vous un vase qui vous a été donné par la vieille voisine, dont vous n'avez rien à faire, il peut casser à tout instant. Tout ce qui est fragile dure. Parce qu'on y prend attention. Tout ce qu'on croit certain, établi, se casse. Parce qu'on n'y attache pas l'intention, l'énergie qu'il faut. Donc le secret, c'est de comprendre que tout est fragile. Et plus c'est fragile, plus ça dure. Plus c'est fragile, plus c'est précieux. Et c'est ça le secret. Être concentré. Ne croire que jamais rien n'est acquis. Ni en amour, ni pour sa santé, sa forme physique, ni dans le boulot. Chaque fois que vous pensez que vous êtes arrivé, alors vous êtes prêt de partir. Donc le secret, c'est ça. Savoir que ça peut s'arrêter. Que c'est fragile. Que c'est fragile. Parce que c'est contre-intuitif, mais la fragilité est un gage de solidité. Parce que quand vous êtes sûr de quelque chose, à 100%, l'être humain est fait qu'il n'y attache plus d'importance. Quand tu écoutes ce discours, je sais que ça peut paraître dingue, mais il est en lien direct avec le discours de Mouammar Kadhafi. Parce que Mouammar Kadhafi, dans son discours face aux leaders arabes, qu'est-ce qu'il leur dit? Notre pouvoir est fragile. On peut tomber dès demain. Et ce discours de Kadhafi est en lien direct avec le discours de Sarkozy. La fragilité est un gage de solidité. Et c'est là que tu comprends qu'en réalité, Mouammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy ont plus de liens entre eux qu'ils n'en ont avec Bachar el-Assad dans le triangle d'or. Je m'explique. Tu vois, la différence entre Kadhafi et Sarkozy et Bachar el-Assad, c'est que Sarko et Kada ont pris le pouvoir. Mouammar Kadhafi, en faisant tomber l'ancien roi de Libye, et Nicolas Sarkozy, en s'imposant sur la scène politique française pour prendre le pouvoir. Tandis que Bachar el-Assad, lui, a reçu le pouvoir. On le lui a donné. Capital britannique, marié à une banquière londonienne, Bachar n'aurait pas dû devenir le dictateur de la Syrie.
Il a fallu un hasard, la mort accidentelle d'un frère aîné, longtemps promis au pouvoir, pour qu'il succède à son père. Bachar n'a que 34 ans lorsque meurt Hafez el-Assad. Ses obsèques marquent l'une des toutes premières apparitions d'un jeune homme discret, longtemps considéré comme le fils fragile de la famille Assad. Il prend la succession d'un père à la personnalité écrasante. Le général Hafez el-Assad a conquis le pouvoir par un coup d'État. Pendant 30 ans, il a dirigé, par la terreur, une dictature parmi les plus fermées et les plus brutales au monde, où toute opposition vaut la mort ou la prison. Pourtant, venus de toute la planète, des délégations se pressent autour du cercueil, et surtout, de ce nouveau président. Bachar a reçu le pouvoir des mains de son papa, ce qui crée toute la différence. Parce que lorsqu'on te donne quelque chose, tu n'as pas la conscience des efforts, des sacrifices, de l'énergie qui ont été consentis pour avoir ce pouvoir. Et au fait, tu le prends pour acquis. Il est solide selon toi. Et la plus grande erreur de Bachar el-Assad, c'est d'avoir confié une partie de son pouvoir à la Russie et à l'Iran. Parce qu'en confiant une partie de son pouvoir à 2 autres nations, il s'est fragilisé. Je m'explique. Quand tu commences à être dépendant des autres, ton indépendance, ton autonomie est fragilisée. Tous tes mouvements dépendent de ceux dont tu es dépendant. Et le jour où ceux dont tu es dépendant décident de te lâcher, t'es mort. Les rapports de force ont changé, l'utilisation de la force s'est banalisée. Les rapports de force ont changé, la Russie est occupée en Ukraine. Elle n'a plus les moyens de soutenir le gouvernement de Bachar el-Assad. Elle n'a plus les moyens ou elle ne le veut plus? Elle n'a plus les moyens et elle ne veut plus. Attendez, elle n'a plus les moyens. Elle fait appel à des combattants nord-coréens, je le rappelle. Elle va chercher les combattants partout, y compris en Syrie. Elle n'a plus les moyens. Le commandant russe en Syrie a été relevé de son commandement, a été remplacé, et on l'a remplacé par quelqu'un qui est en train d'organiser le départ. La flotte a quitté Tartous il y a quelques jours sous le prétexte d'une manœuvre à laquelle personne ne croit. Et il y a des avions gros porteurs qui se sont posés sur les bases russes pour retirer tout le monde. Donc elle ne peut plus, elle ne veut plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les Iraniens. Les Iraniens, on sait bien, le cercle de feu, Hamas, Hezbollah, Syrie, Irak, eh bien, ils ont été affaiblis par l'opération israélienne. Et donc, les Iraniens, maintenant, se retrouvent un peu seuls. Et finalement, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est... CQFD. C'est exactement ce qui est arrivé à Bachar el-Assad. Et c'est la réponse à la question du début de la vidéo. Comment se fait-il que l'homme est tombé aussi vite? Eh bien, tout simplement parce qu'il a pensé que son pouvoir était solide, parce qu'il était dépendant des Russes et des Iraniens. Mais cette dépendance a créé une fragilité, parce qu'il ne s'est pas renforcé lui-même. Il n'a pas pris conscience que son pouvoir était fragile, et qu'il pouvait tomber demain, et qu'il avait besoin d'un gage de solidité pour continuer à exercer le pouvoir. Et quand tu comprendras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. La distinction entre prendre le pouvoir et recevoir le pouvoir, je l'ai apprise grâce au film Le Parrain, un film de mafieux. Et tu vois,
Le problème, c'est que ceux qui ont l'habitude de recevoir, ceux à qui on donne constamment sans qu'ils aient produit les efforts, au fur et à mesure du temps, ils se fragilisent. Et quand un obstacle ou une épreuve extrêmement forte arrive devant leur face, paf! Ils sombrent, ils chutent, ils fuient le navire comme Bachar el-Assad. Raison pour laquelle faut être dans l'esprit de celui qui n'attend pas à ce qu'on lui donne les choses, mais qui va les prendre. T'as vu? Je t'ai pris. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que cette chose s'ancre dans ton esprit. Parce que je ne veux pas que tu sois une personne fragile. Ce monde, c'est une jungle. Et on l'a vu avec l'histoire de Kadhafi. Kadhafi, qui était le leader d'un pays, s'est fait manger par Sarkozy. Il n'y a pas d'amis. Raison pour laquelle tu es dans l'obligation d'être fort, ne serait-ce que dans ton environnement social. Parce que dans ce cercle, crois-moi, il y a des gens qui attendent ta chute. Il y a des gens qui n'attendent que de te mettre des bâtons dans les roues pour ensuite te manger. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire « Fragile ». Je répète, fragile. En écrivant fragile, tu prends conscience que non pas seulement le succès, mais chacune de tes journées est fragile. Et parce qu'elle est fragile, tu vas en prendre le plus grand soin. Tu vas lui donner toute l'attention dont elle a besoin pour la renforcer, pour lui attribuer ce gage de solidité.